Aller voir ce qui était le bras séculier de Ben Ali, les flics. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Bon. Opportunistes ou sincères, ils ont viré Kazakh. Enfin, ils apprennent à parler plutôt qu'à matraquer. Ils m'embarquent pour me conduire dans un quartier difficile de Tunis. C'est pas encore le grand amour, mais chacun veut y croire. Nous sommes à Nila. Les jeunes ne fuient plus en voyant débarquer les cow-boys. Et on préfère se serrer les mains plutôt que de se caillasser. Mais ça n'empêche, les habitants du quartier, chômeurs pour la grande majorité, égrènent leur malheur. Moi, je fais partie des personnes auxquelles on a coupé l'électricité. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta sécurité, ton confort et celui de ta famille. Et pas l'eau ou l'électricité. La caméra est un catalyseur de la parole, une opportunité de plus pour s'exprimer. Est-ce que vous pensez que les policiers ont encore un petit peu à changer leur comportement? Il faut qu'ils progressent. Il y a des policiers qui sont bien, que Dieu les protège. Mais il y en a d'autres qui ne méritent pas d'être au ministère de l'Intérieur. Ce sont des voyous. Mais ce ne sont pas des serviteurs de l'État. Toi, t'as déjà des problèmes, t'es au chômage, et t'es tranquillement assis dans un café, ils viennent et ils te tabassent. Pourquoi? Ni respect, ni rien du tout. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit? Il a raison? Il a raison, bien sûr, il a raison. Mais c'est autrefois. Maintenant, tout a changé. Maintenant, tout a changé. Oui. Maintenant, tout a changé. Mon comportement est plus civilisé que d'autrefois, maintenant. Pas vrai, Sofiane? Tout a changé, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, on parle plus comme avant, c'est plus pareil. Une question, est-ce que... C'est plus comme avant. C'est comme ce que tu viens de dire. Je viens pas t'agresser ou te frapper, n'est-ce pas? Dis-leur. Entre la police, Il y a plus de respect. Maintenant, quand ils font leur travail, on les aide. Maintenant, ils ne nous embêtent plus. Ils ne viennent plus nous agresser pour rien, sans motif. Traiter ta mère, ta sœur, ton père, ta famille, te persécuter, te frapper et en plus t'arrêter. Entre moi et mon frère, il y a un lien fort maintenant, avec lui et le pouvoir qu'il représente. Et depuis toujours, j'ai peur quand je vois un uniforme. J'ai peur. Et maintenant? Et maintenant, ça va. Juste, dis-moi, c'est une fraternisation pour la télévision ou c'est une vraie fraternisation? Ces images datent du 28 décembre dernier. Ça semble une éternité quand on regarde le raz-de-marée qui, en quelques semaines, a eu raison de cet homme. Pendant 23 ans, il a étouffé son peuple. Ici, il vient au chevet de Mohamed Bouazizi, celui qui s'est immolé pour protester contre la police lorsqu'elle est venue lui confisquer sa charrette de fruits et de légumes. Bouazizi est mort quelques jours plus tard. Son sacrifice a déclenché un ouragan de liberté en Tunisie et dans tout le monde arabe. La jeunesse s'est soulevée dans tout le pays. Ben Ali a ordonné une fois de plus la répression. 67 morts. Mais les Gavroches tunisiens n'ont plus peur, l'armée les rejoint. Ben Ali aux abois promet tout, la baisse des prix, la fin de la censure. Il annonce qu'il partira en 2014. En ce qui concerne vos revendications, comme je vous l'ai dit, je vous ai compris. Cause toujours, la liberté n'attend pas. Le slogan fuse devant le ministère de l'Intérieur. Ben Ali, dégage. Vous avez tué le peuple. Dégage-toi. On a marre des promesses, des mensonges. La peur a changé de camp. Le dictateur s'enfuit en Arabie Saoudite le 14 janvier au soir. Il y a eu des pillages, bien sûr, des affamés qui se sont servis sur la bête, sur les temples de la consommation auxquels la majorité n'avait pas accès. En d'autres temps et ailleurs, on aurait dit récupération prolétarienne, mais les destructions sont restées limitées. Le 27 février, Béji Caïd Essebsi devient Premier ministre de transition.
le temps que le pays décervelé s'organise, que des partis se forment, que les Tunisiens réapprennent la politique. Et ce Premier ministre-là sait qu'avant tout, il faut redonner aux Tunisiens la sécurité. Monsieur le Premier ministre, vous êtes à la tête d'un gouvernement provisoire et lorsque vous avez pris vos fonctions, très vite, vous avez dit « Ma priorité, c'est de restaurer la sécurité ». Où est-ce que vous en êtes? Et je suis heureux ou fier de constater que les gens m'ont fait confiance dès le début. Ils sont partis d'eux-mêmes, sans contrainte. Chacun a regagné sa région d'origine, mais on m'a fait passer un message que j'ai vite compris. Nous vous avons fait confiance, nous vous donnons un préjugé favorable, ne nous décevez pas. Alors là, c'est un engagement fort et c'est une responsabilité importante, parce que je sais par expérience que la confiance, c'est quelque chose de fragile, et je travaille là-dessus pour justement rétablir complètement la sécurité, parce qu'il n'y a pas de sécurité tant que les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, ni de trouver du travail. Les mots fusent, les idées foisonnent. Les Tunisiens parlent, tchatchent, ça crie beaucoup et ça sourit souvent. Ça marche, ça manifeste, ça sit-in, ça débat. Un problème, un forum. Un désaccord, une AG. Ce sont là les bons moments de la Révolution, lorsque le peuple croit que tout est possible. Et quelle tolérance! Ellé Beji est une intellectuelle tunisienne, une grande dame et une écrivaine renommée. Elle ausculte son pays depuis longtemps. Donc il y a plusieurs tours et là il y a l'Africa. Oui, mais et l'autre tour, l'ex-RCD, le parti État, le parti unique. Le parti de Ben Ali. Ah oui, le RCD c'est le parti de Ben Ali, mais maintenant c'est la maison du peuple, c'est la maison de tout le monde. On va en profiter. Oui. C'est pas totalement, comment dire, extravagant que la révolution ait eu lieu en Tunisie. Il y a eu un travail sur les libertés privées, et vous savez que la liberté publique, ça commence là, ça commence à la maison. Quand à table, on peut parler avec ses parents, quand on a... Bon, c'est ça la liberté. Eh bien, ce travail a commencé depuis 50 ans et il a abouti. Moi, je crois que c'est ça aussi la révolution, vous savez. L'insurrection, ça a été comment dire, l'explosion visible. Mais les causes invisibles, elles sont multiples. Il y a une causalité multiple. L'État, moi je dis que l'État a expulsé Ben Ali. Vous voulez dire que Ben Ali n'a pas pu foutre en l'air, si je puis me permettre, l'État? Exactement. Les gens qui ont plié, qui ont obéi, qui ont servi l'État, ils ont continué à faire leur boulot. Ils ont tenu les hôpitaux, ils ont dirigé des services de médecine exemplaires, ils ont enseigné, ils ont formé, ils ont diffusé des textes de philosophie, de sociologie. Tous ces gens-là, ils l'ont fait en étant silencieux, avec une très grande discrétion, une très grande modestie. Mais ils ont fait leur métier d'instituteur, si j'ose dire, de la République, celui qui transmet les valeurs. Et moi, je crois que c'est parce que l'État est resté ce qu'il est, que Ben Ali, c'est l'État tout entier qui a expulsé le corps malade du pouvoir. La presse en général était l'un des auxiliaires du pouvoir, totalement contrôlé, corseté aux ordres. Tout ce qui pouvait ressembler aux médias était soumis au clan Ben Ali. La voix de Ben Ali s'est exercée depuis cet horrible bâtiment carré, aussi monumental que notre maison de la radio à Paris. Dans les studios et les couloirs, on réapprend le journalisme. Mais d'abord, voici un best-of de la télé tunisienne, telle qu'elle était avant. 2010, encore une nouvelle année de progrès et de réformes politiques sur la voie de la démocratie et de la diversité. Une nouvelle année de réalisation du programme du président Zine El Abidine Ben Ali, qui vient affirmer le renforcement des réformes politiques. La diversité de la presse traduit son attachement à la diversité d'opinion. La diversité d'opinion représente à ses yeux un droit de l'homme fondamental. La femme arabe a trouvé sa voie en la personne de la première dame de Tunisie, Madame Ben Ali, présidente de l'association de la femme arabe. Une voix qui a touché les cœurs et les esprits.
Tu es celui qui relève les défis. Tu es le présent et tu es l'avenir. Tu es celui qui va changer la vie des gens dès demain. L'avenir est avec toi au présent. Nous allons relever le défi et notre jeunesse va en récolter les fruits. Les fruits ont pourri depuis peu. Dans le hall de la télévision, quelques confrères, autrefois placardisés et bâillonnés, n'ont pu s'empêcher de faire une croix sur les stars du petit écran, les plus inféodés au dictateur. La nouvelle rédaction de la première chaîne apprend la liberté. Pas simple, elle est pour l'instant en autogestion. Une rédaction en chef de 7 membres a été élue. Aujourd'hui, c'est Moufida qui dirige la rédaction. Les nouveaux présentateurs et présentatrices ont, eux, passé des castings sans être obligés de bakchicher ou de coucher. Ça fait longtemps que vous présentez le journal? Ça fait 3 mois, 2 mois. 2 mois 2 mois et demi. Donc la présentatrice de la période révolutionnaire. On peut dire ça ou pas? Ils ont la chance, ils vont avoir la chance de vivre une information autre que celle qu'on a vécue. Bien. À l'époque de Ben Ali, vous auriez pu présenter le journal ou non? Non, je n'ai pas pu. Pourquoi? Il y a des problèmes ici en télévision tunisienne. Il y a difficulté de faire un casting, Il fallait des gens sûrs. Ça urge, hein? Ouf. C'est parti, Dora. En ouverture, l'agitation politique et sociale, et notamment une grève dans les transports publics. Bien sûr, ce qui se passe à la frontière libyenne inquiète. C'est notre correspondant sur les frontières, là. Ah, d'accord. C'est un problème, hein? Ouais. Pour nous, surtout qu'il y a des Somaliens qui ne veulent pas rentrer. Merci. Hein. Dora, elle est prête à partir, elle a mis la gabardine. Hop, hop. Conférence critique du JT. On vient de voir dans le journal de 14h un sujet sur la grève, ou en tout cas l'arrêt des bus. Oui. Est-ce que c'est un sujet qui aurait pu passer à l'époque de Ben Ali? Non, jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Ben Ali, on ne parlait ni de grève, ni de rien. Hein, parce que la télévision n'était pas publique, c'était une télévision de l'État. C'était, et même pire que ça, c'était pas une télévision de l'État, c'était la télévision de Ben Ali. Mais lorsque Ben Ali est tombé, est-ce qu'il y a eu, au sein de la télévision, une épuration? Est-ce qu'il y a des membres de la télévision, des responsables de la télévision qui ont dégagé? Oui, bien sûr. Combien? Il y en a, hein, je n'ai pas le nombre. Dans la rédaction aussi, il y en a, oui, absolument. Là, justement, on a fait justement un sitting pendant 2 jours et on a refusé que l'administration se mêle du contenu du journal et du conducteur. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On s'est mis d'accord sur une ligne éditoriale qu'on est en train de respecter. Et c'est C'est quoi votre ligne éditoriale? C'est de donner l'avis et l'avis contraire. Et d'être au milieu. Et avec la déontologie de voilà, notre boulot. Ça. Et de faire très attention pour éviter au maximum les dérapages. La dernière question. Quelle est votre principale inquiétude pour l'avenir? Moi, j'ai peur parce qu'en 87, on avait repris espoir après un désespoir. Là, on a peur parce que rien n'est encore gagné.
pour le moment. Mais on a de l'espoir quand même parce que les Tunisiens sont là. La Casbah, elle est là pour contrôler justement ce qui va se passer. À l'époque, il n'y avait pas les télévisions satellitaires, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir, j'ai pas peur. Je crois que ça revient à nous tous d'être vigilants et d'imposer cette liberté pour qu'il n'y aurait pas de recul. Donc on ne pourra plus empêcher la parole grâce aux nouvelles technologies. Plus jamais, plus jamais. Grâce aux nouvelles technologies, voilà, surtout. Voilà, plus jamais. Il y a d'autres outils pour combattre. Et ces nouveaux outils, Internet, les réseaux sociaux, Facebook, les jeunes ont su les utiliser d'une façon incroyablement efficace. Voici Sofiane Belhadj. Pendant toute la période révolutionnaire, il avait un pseudo. Le cyberdissident a pris des risques énormes et s'il passe aujourd'hui devant le ministère de l'Intérieur la tête haute, ça n'a pas toujours été le cas. Le 6 janvier dernier, il a été arrêté. Les images qui me traversaient l'esprit, c'était des images de torture sur le moment où je me rapprochais de ce bâtiment-là. Et au moment où je suis rentré dedans, bon, pour moi, c'était fini, quoi. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir retrouver la liberté de sitôt. Ça m'a permis donc de prendre conscience de ce que j'avais fait, parce que à l'époque où je faisais les choses, je les faisais à ma petite échelle, chez moi, sur mon bureau, devant mon ordinateur. Je ne pensais pas que ça aurait autant d'impact. Disons qu'une arrestation ou quelque chose comme ça, bon, c'était terrible sur le moment, etc. Mais ça permettait d'avoir un jalon dans la cyberdissidence. Et donc, c'était un peu le but recherché aussi, d'aller chercher tellement loin qu'on deviendrait à la limite ennemi public numéro 1. Le côté risque, le côté jouer avec le feu, jouer avec une dictature, c'est ça qui était stimulant, quoi. Mais les blogueurs ont gagné. Idées nouvelles, lieux de manif, dénonciation des tortionnaires, enquête sur la fortune indûment gagnée du clan Ben Ali. Grâce à eux, une immense toile a été tissée dans toute la Tunisie. Elle a joué un rôle primordial pour déjouer les polices secrètes. Rassemblement ce jour-là pour honorer le premier blogueur mort en 2005 à 36 ans d'une crise cardiaque après un passage dans les geôles de Ben Ali. L'annonce de sa mort, ça a fait plein de petits. Moi, personnellement, j'ai commencé mon activisme suite à l'histoire de Zouhair Yahya parce que je me suis dit, c'est un gouvernement, on vient à traquer un jeune homme qui essaie de parler et de s'exprimer librement sur Internet. C'est bien que cet outil est dangereux et peut être utilisé à bon escient et en continuant ce combat-là. Les cyberdissidents communiquaient avec des pseudos et sans se rencontrer. Le pseudo de Sofiane, Hamadi Kaloucha. Ça, c'est un ami de Hamadi Kaloucha, donc depuis très longtemps. Et en fait, on vient de se connaître. Ouais, c'est la première fois qu'on se voit en direct, quoi. Et il y en a pas mal des comme ça. Facebook, ces réseaux sociaux, etc., ils nous ont permis à tous les Tunisiens de se dire non, en fait, c'est pas moi qui en ai marre dans mon coin, c'est tout le monde, c'est une généralité. Et en fait, on nous usurpe nos opinions pour en faire de la propagande officielle où tout le monde serait heureux et content de ce qui se passe dans le pays, etc. Du temps de Ben Ali, surfer sur Internet, dans un cybercafé, c'était un risque. Le gouvernement disposait d'outils de contrôle sophistiqués. Les gérants des cybercafés devaient utiliser des logiciels espions. Vous deviez l'acheter ou vous le donnez? Non, il existe, il est sur Internet, on le télécharge et on l'utilise. Et comme par hasard, il est mauve. Comme par hasard. Le mauve, c'est la couleur de Ben Ali. Tout a été repeint en mauve quasiment du temps de Ben Ali. C'est la deuxième couleur officielle. Ça allait évincer le rouge national bientôt, etc. Mais... En plus de ça, dans les posts, il traque tous les sites web qui étaient... censurés. Non, utilisés par le client. Il fait du tracking, bah ouais, ça... Oui, il traque. Ah, je savais pas ça. Je vais dormir manquant, soit. Eh ben, ça leur a servi beaucoup. Il est génial, leur logiciel. Le résultat, on les a eu avec Internet. Franchement.
C'est clair qu'il y avait la police politique, etc. Mais une grande partie, la plus grande partie, c'était dans la tête. C'était la méfiance les uns des autres. Même quand on se connectait pour faire une petite manipulation, parler de politique, tout, on se méfiait de la personne qui était à côté. C'était potentiellement un flic, c'était... Parce que c'était ça, le régime Ben Ali, ça a été un bluff, un énorme coup de bluff. On est là, tout le monde est en train paisiblement de chatter sur le net, un net où il n'y a plus de censure. On entend le tenancier en train de discuter des discussions politiques et tout ça, c'est différent, c'est nouveau, c'est ça la différence. Et je sais pas, il y a un état qu'on ne pourrait pas décrire, mais c'est comme une capsule sur la tête qui s'est ouvert, un étau. Donc c'est votre bureau, vous êtes en t-shirt, c'est un style de ministre révolutionnaire, ça? C'est mon style et je pense qu'il vaut mieux que la fonction change au lieu que je change moi. On sait la part qu'a eu Internet donc, dans la Révolution, mais aujourd'hui, quel peut être le rôle d'Internet? Il va falloir préparer le terrain pour ces élections et la seule manière de le faire, c'est le débat public. Et donc là, c'est là où intervient Internet, c'est-à-dire maintenant, on a plus de 2 millions de Tunisiens sur Internet, c'est-à-dire 20% de la population. Par exemple, là, sur la Constitution, voilà, donc j'espère bien qu'il y aura un débat sur ce qu'il faut mettre dans la Constitution. Et le débat est déjà là. C'est quoi une Constitution? Qu'est-ce qu'une constituante? C'est quoi le rôle d'une Constitution? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre? Les pour, les contre, etc. Tout près du palais de justice, les trottoirs sont encombrés d'avocats en robe plus fiers que jamais de la porter. Ils ont eu un rôle déterminant dans les événements. À 2 pas, le ministère de l'Éducation nationale. Et là, ça râle et ça trépigne. Des centaines de profs, dont certains campent sur les trottoirs depuis des semaines, réclament tout simplement leur dû, un poste d'enseignant. Mais voilà, sans piston, sans argent, pour graisser la patte au chef, comme sous l'Ancien Régime, aucune chance d'y parvenir. Tout se fait grâce à l'argent. On embauche les profs qu'avec de l'argent. On embauche les fonctionnaires qu'avec de l'argent. Vous croyez qu'on n'a pas les preuves? Nous, on n'a pas de piston. Mais aujourd'hui, nous, on a les preuves écrites de ça. Des papiers qui viennent tout droit d'ici, du ministère. Et tout ça continue, même après le 14 janvier. Des militants ont tourné avec un téléphone portable et une caméra cachée. Ils ont infiltré les corrompus. Voilà quelques jours, un agent du ministère a accepté de l'argent en échange de l'attribution d'un poste à un enseignant. Le délinquant est en tôle depuis, paraît-il, mais la colère des profs demeure. L'assainissement n'est vraiment qu'à ses tout débuts. Est-ce que vous avez eu des assurances de la part du nouveau ministre, par exemple? Non. Qui vous a dit, Elle bon, n'est pas là. on a la preuve, alors maintenant on va arrêter ça? Non, il n'est pas là, monsieur le nouveau ministre, monsieur Taïeb El-Bakouch, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'entend personne. C'est un type sourd. Il n'entend rien, d'accord? Alors il n'y a rien qui a changé avec la Révolution, là? Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on est là, c'est ça. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut un peu de temps aussi? Parce qu'il va y avoir... On va mourir, cher monsieur, ici. On va mourir. On va mourir. On a tous des problèmes de santé. Mais quand il va réagir? Quand il va réagir? Quand? Ça fait 23 jours. C'est pénible de vivre ici avec ces conditions misérables. Pour lui aussi, c'est dégage, c'est ça? Mais bien sûr, il doit dégager. Il ne doit pas rester ici. Dégage, le mot-clé de la Révolution.
Tous voudraient faire table rase du passé, vite, très vite. Et c'est bien là le hic. Les chômeurs diplômés et les plus démunis auront-ils la patience d'attendre? Le changement de mentalité, c'est une nécessité et c'est une obligation. Pour notre pays change, pour notre pays évoluer vers le meilleur. Vous pensez à qui ne change pas de mentalité? Pour les cadres. Les cadres, ils doivent essentiellement changer leur mentalité, changer leur mode de vie, changer même l'entourage de travail. Écouter l'autre. Parce que c'est très intéressant d'écouter. On a une nouvelle mentalité. On a une nouvelle mentalité. Mais je comprends ça. Mais donc on veut avoir des postes. Mais je comprends. Donc votre problème, c'est la mentalité, c'est bien, mais votre problème, c'est le travail quand même. Hein? Oui, si je travaille, j'existe. D'accord? Si j'existe, donc je participe. Si je participe, donc je change. Si je change, donc j'ai fait quelque chose que moi, je voulais vraiment, que je veux ici, à la Tunisie. La course de vitesse est engagée. Romantisme contre réalisme. Ce n'est pas parce que le couvercle de la cocotte minute à sauter que la soupe doit rester la même, m'a dit un Tunisien. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir. Le Premier ministre, lui, est optimiste. Alors, le problème de la corruption, c'est fini. Mais je sais que... C'est fini. Et je sais comment vous pouvez affirmer que c'est fini comme ça? Parce que d'abord, moi, j'ai les mains propres. Ah oui, oui. Mais comment faire maintenant? Parce qu'il y a quand même beaucoup de mauvaises habitudes qui sont prises. Parce que, c'est vrai, l'habitude est une seconde nature, on dit. Mais c'est la tête qui donne l'exemple. Parce que sinon, il n'y a pas de raison. Si celui qui est en haut est corrompu, tout le reste est corrompu. Donc, jusqu'à maintenant, en tout cas, il y a un coup d'arrêt. Bon. Et de toute façon, à la pratique, les gens vont comprendre que ce phénomène n'existe plus, qu'il n'y a pas de prélèvement occulte, et qu'il n'y a pas de filière pour arriver à avoir un projet, etc. C'est fini. Oui. Il faut rétablir l'État dans sa dignité et dans sa fonction essentielle. Terrasser la corruption, on verra. Reste l'autre grand chantier du gouvernement provisoire, la remise en marche de l'économie. Direction Redeyef, à 400 km au sud-ouest de Tunis. Ces montagnes recèlent la principale richesse du pays, le phosphate. C'est le moteur économique de la région. Tout le monde ici vit au rythme de la mine. Au cœur du bassin, Redeyef. Une ville rebelle, une ville symbole. C'est dans cette petite commune de 30 000 habitants que s'est joué le premier acte de la révolution tunisienne au printemps 2008. 4 personnes y sont mortes dans des affrontements avec la police. Le mouvement est parti de ce local syndical où le portrait du dictateur déchu sert désormais de paillasson. La compagnie des phosphates truquait comme partout les concours de recrutement. Cette année-là, 1000 candidats se présentent pour 80 postes. Seuls les proches du pouvoir sont embauchés. Tout le bassin minier se soulève, à leur tête, ces syndicalistes. C'est ici qu'on a brisé le mur de peur et on a cassé le mur de silence. Il leur en a fallu du courage à ces hommes et ces femmes pour descendre dans la rue et brandir les banderoles. Le seul journaliste qui a couvert ce printemps de Redeyef et filmé ces images qui sont passées entre les filets des censeurs de Ben Ali a payé le prix fort. Cela m'a valu d'être condamné à 4 ans et enfermé pendant plus de 6 mois. Et s'il n'y avait pas eu cette révolution par le peuple tunisien, je serais encore détenu. Pendant 6 mois, les révoltés de Redeyef tiennent tête à 10 000 policiers. 300 personnes sont arrêtées, jugées et emprisonnées. 3 ans de cauchemars et de harcèlement policier pour les leaders du syndicat. J'ai été victime de différentes sortes de tortures. J'ai été frappé à coups de bâton sur les mains et sur la plante des pieds. Il y a eu aussi des coups de pied et des sévices au visage
en particulier les yeux. M'ont jeté sur le sol et commencé à se faire des sauts en hauteur et s'atterrir sur mon corps. Ils m'ont cassé de côte. On m'a arraché des cheveux. À l'époque, j'avais des cheveux longs. Et puis, ils s'amusaient à chauffer les menottes avec des briquets. Libérés en novembre 2009, grâce à la pression internationale, ces militants, dont beaucoup sont enseignants, n'ont été réintégrés dans leur travail qu'après la Révolution. Adel est le premier à avoir repris ses cours d'histoire au lycée. Il y a de l'émotion, oui. Oui, je suis très heureux. Mon retour à mon travail, à mes élèves, mes anciennes relations, mes collègues, aussi le statut social. Vous êtes tous contents que le prof soit revenu? Petite surprise des élèves à leur prof, ils ont détourné la page 114 de leur manuel d'histoire. Ben Ali n'est plus qu'un mauvais souvenir, mais reste l'envers du miracle économique tunisien, tant vanté par la dictature. Le chômage est la principale préoccupation dans le bassin minier. Dans la montagne, les bulldozers de la compagnie des phosphates sont à l'arrêt. L'extraction du minerai est bloquée par des chômeurs qui réclament des emplois. Ce petit groupe dort sous la tente et barre la route aux engins depuis un mois. Nous demandons à la compagnie de nous trouver un travail digne. On nous a envoyé plusieurs personnes, mais ils ne nous ont pas encore trouvé de solution. Avec la Révolution, la situation s'est ouverte. Nous voulons que l'État nous comprenne. Nous sommes pauvres et nous avons besoin d'aide. Leur méthode est simple mais efficace. À quelques-uns, ils forment une chaîne et empêchent tout trafic sur la piste. On peut faire venir nos familles aussi. On peut faire venir nos familles. Elles peuvent venir à tout moment, petits et grands, pour faire la grève avec nous. Il faut que les gens de la compagnie viennent nous proposer un travail ici. Sinon, ils devront nous mettre en prison ou nous tuer. Conséquence du blocage des sites d'extraction et des grèves chez les transporteurs, l'usine de phosphate de Redeyef est arrêtée depuis 2 mois. Plus de matières premières pour la fabrication d'engrais ou de lessive, les stocks de minerais noirs s'entassent et les pertes s'accumulent pour la compagnie. Les ouvriers, eux, entretiennent leur outil de travail. Cette entreprise ne profite pas qu'à nous, les travailleurs, mais à beaucoup de gens, à toute la Tunisie, et c'est aussi de l'économie. Il paraît qu'on perd l'équivalent de 3 milliards de dinars par jour. On a perdu des marchés et pas mal de choses. La révolution n'est pas encore finie. On n'a encore rien gagné. En réalité, on n'a rien vu de cette révolution. Le rêve le dispute à l'urgence. C'est ce qui m'éclate à la figure depuis que je parcours le pays. Il y avait officiellement 500 000 chômeurs en Tunisie avant la Révolution. En juin, ils seront 700 000. Les jeunes ont été sacrifiés, exclus du marché de l'emploi, pestiférés dans leur propre pays. Un jeune diplômé sur 4 est au chômage. Tunis regorge de ces sans-travail qui, si rien n'est fait, évidemment, deviendront chez nous des sans-papiers. Je suis retourné dans le quartier de Nila, où les gardes nationaux m'avaient emmené pour me faire part de leur nouveau comportement face à la population. Sans eux, cette fois, j'ai rencontré une jeunesse en plein désarroi. Depuis combien de temps vous êtes chômeur? Depuis une dizaine d'années, et j'ai 2 enfants. Vous avez jamais travaillé? Non. Vous avez du travail? Non. Vous êtes chômeur depuis combien de temps? Depuis ma naissance, je suis au chômage.
Personne ne m'a jamais fait travailler. Le café toute la journée, certains, pour ne pas dire tous, ont envie de partir, de quitter le pays. Révolution ou pas. Est-ce que depuis la Révolution, vous préférez rester ici ou vous voulez quand même partir à l'étranger? Oui, aujourd'hui, demain, si on pouvait, on ne resterait pas. Ici, tout le monde veut partir. Parce que ce n'est pas un pays ici. Si on avait notre dignité ici, mais on ne l'a pas. Il n'y a rien, c'est comme si ce n'était pas notre pays. Nous sommes comme des étrangers chez nous. Alors pourquoi ne pas devenir étrangers ailleurs? On ne trouve rien ici. Mais s'il y avait quelque chose à faire chez nous, on resterait. Ce serait mieux. Lui, c'est le patron du bistrot. Lui, il a sa machine à café. Et derrière son zinc, il les regarde, tous ces jeunes, impuissants. Et alors, il y a beaucoup de jeunes aussi, parce qu'on est passé à plusieurs reprises devant la terrasse du café. Il y a toujours les mêmes jeunes qui sont assis, qui font rien de la journée. C'est parce qu'ils sont tous au chômage, je suppose, non? C'est ça. Les jeunes que vous voyez, ils sont tous les jours dans la rue. Ils n'ont pas de business, pas de boulot. Il y en a qui sont diplômés en finance, il y en a qui n'ont pas de diplôme. Il y en a même qui sont sortis du système scolaire. Est-ce que vous croyez que ces jeunes, si la situation pour eux continue, peuvent redescendre dans la rue? Faut qu'on soit patient. Et Inch'Allah, on aura l'opportunité de travailler de nouveau. Il faut qu'on laisse une deuxième chance au gouvernement. Je suis optimiste. Si on patiente un peu, ça ira. Mais si on attend trop et que les solutions ne viennent pas, il y a des chances que ça recommence. L'économie est à genoux, croissance zéro, ou presque. La révolution, les grèves, les blocages d'usines, la fuite des touristes, le parfum de la révolution s'estompe, même si beaucoup veulent y croire toujours. Mahmoud Baroudi est un jeune analyste financier qui travaille dans les quartiers d'affaires de Tunis. Est-ce que l'État aujourd'hui a les moyens de répondre à ces revendications? C'est le vrai problème actuel. Avec toutes les indemnisations, toutes les réparations des dégâts, donc tout ça va creuser le déficit budgétaire de la Tunisie. Si on ajoute à cela le taux d'endettement très élevé en Tunisie, donc on pense qu'il avoisine les 48% du PIB. Donc ces choses-là vont être la contrainte principale. Ça fait beaucoup, hein, quand même. Mais il y a l'argent en Tunisie. Aujourd'hui, on n'a plus Ben Ali, on n'a plus la famille Trabelsi, on n'a plus la famille Matré. Aujourd'hui, le Tunisien, il peut profiter des richesses de sa production. On a de l'argent. On s'attend à ce que nos partenaires, nos amis nous aident. Qu'est-ce que vous attendez comme geste de la France? Je veux dire, pas du point de vue politique, mais du point de vue économique. Les Français sont nos amis. On considère que la France a joué un rôle très important dans le développement de la Tunisie, mais sa position dernièrement de soutenir le régime de Ben Ali, de vouloir envoyer aux Tunisiens des bombes lacrymogènes et sans soutien sur le plan sécuritaire, a causé beaucoup de tort à l'image de la France chez le Tunisien. Vous estimez donc que la France, d'une certaine manière, vous est redevable? On attend à ce que les Français soutiennent au moins cette révolution en venant se bronzer sur nos plages. Avant, ils venaient se bronzer pour que Ben Ali s'en mette plein les poches. Aujourd'hui, c'est le peuple tunisien qui va s'en mettre plein les poches. Ils doivent nous aider, ils doivent venir et soutenir au moins la cause tunisienne et la révolution des jasmins en venant profiter de la démocratie à la tunisienne. Avec ou sans l'aide de la France, les Tunisiens sont tout entiers tournés vers l'avenir politique de leur pays. Un premier signe fort aura lieu le 24 juillet prochain, le jour prévu pour l'élection des représentants de la future Assemblée constituante. Il reste 3 mois pour poser les jalons de la démocratie. C'est l'effervescence. Une 50aine de partis politiques ont déjà été reconnus. Tous attendent de l'élection, mais aucun ne sait encore quel sera le code électoral. À quoi va ressembler la deuxième République tunisienne? Pour plancher dessus, une centaine de responsables politiques, de militants associatifs, de représentants de la société civile ont été réunis dans une commission. Sofiane, notre blogueur révolutionnaire, en fait partie, désigné par le Premier ministre. Il y a 3 mois,
le jeune activiste était attaché, menotté dans les geôles de Ben Ali. Aujourd'hui, il est de ceux qui vont faire la Tunisie de demain. Première réunion de cette nouvelle commission, c'est le président de la République, Fouad Mebaza, qui ouvre les débats. Je suis conscient, dans cette situation particulière, qu'il va falloir tous nous doter d'un esprit patriotique et nous conduire en personnes responsables pour faire primer l'intérêt supérieur de l'État. Sofiane le sait, ça ne sera pas une partie de plaisir, mais il savoure aussi ses premiers moments dans son nouveau costume d'homme libre. Moi qui combattais sur mon petit ordinateur chez moi, etc., me retrouver là, c'est magique. Parce que bon, voilà, je croyais en un idéal, je l'ai défendu bec et ongle, envers et contre tout, quitte à risquer justement ma liberté, etc. Et puis finalement, aujourd'hui, je me retrouve là, c'est un honneur. Ici aussi, le débat fait rage. Déjà, au sein même de la commission, des voix s'élèvent et contestent la légitimité de certains. Il faut que le Premier ministre revoie sa copie et recompose cette commission. Cette commission est complètement noyautée, soit par des personnes alliées à l'ancien régime, à ses différents appareils et à son parti dissous, soit par des personnes qui n'ont jamais pris position une seule fois dans leur vie contre cette dictature. C'est une véritable mascarade. Il n'y a aucune volonté politique de parvenir à un accord sérieux et responsable. Premier claquement de porte. L'heure des compromis viendra aussi en Tunisie. La pression, c'est le bordel général, parce qu'on va mettre en cause justement la nomination des personnes et dire que ça ne paraît représentatif. Il y en a déjà un qui a claqué la porte et toutes les réflexions là, qui vont autour, c'est autour de ça. Vous êtes plutôt confiant ou plutôt pessimiste? La commission dans l'état actuel, non, pessimiste, très pessimiste. Parce que selon le travail ne pourra pas se faire de cette façon-là. Pour El Béji, notre intellectuel féministe et plutôt à gauche, c'est maintenant que se joue l'avenir du pays. On est dans la naissance de la démocratie, mais il faut qu'on fasse bien attention parce que ça va être les fondements. Et si on rate les fondements, eh bien, la démocratie sera pervertie dès sa naissance. C'est-à-dire que ce sera un fœtus qui sera mal formé. Et il faut que dès maintenant, on soit extrêmement rigoureux, extrêmement scrupuleux de soi-même. C'est un travail sur chacun. Chacun d'entre nous doit faire ce travail-là. Et dans cette démocratie en construction, les femmes ne veulent pas être reléguées au rôle de figurantes. Elles comptent profiter de cette période pour obtenir une égalité totale dans la loi comme dans les faits. Dans le cortège, il y a les voilés et les non-voilés. Il y a les anciennes et les plus jeunes. Elles sont venues à deux, la fille et la mère. Militantes féministes, elles sont venues avec le sourire pour exprimer leurs craintes et leurs envies. On a toujours nos revendications qui sont la laïcité, qui sont l'égalité, la démocratie. Et donc, c'est vrai qu'on n'a plus Ben Ali aujourd'hui, mais on a encore nos revendications qui ne sont pas encore réalisées et qu'on tient vraiment à les réaliser, à les voir. La femme tunisienne peut avoir des acquis qu'elle mérite. Et les acquis qu'on mérite, c'est de vivre dans un pays moderne, dans un pays qui croit à l'égalité de la femme. Dans le monde arabe, la femme tunisienne reste de loin la plus émancipée et la mieux intégrée à la société. Et cela date de bien avant cette révolution. C'est en 1956 que Bourguiba a pris la décision de dévoiler les femmes dans les rues de Tunis, acte iconoclaste dans le monde arabe. Mais la liste des combats à mener pour la femme tunisienne est encore longue. Égalité devant l'emploi, le divorce, l'héritage. Youad et ses amis rêvent en ces premiers jours de printemps d'une révolution qui ne s'arrêterait jamais. On
a des acquis, ça c'est vrai, mais pas tout. Même dans ce code-là, que tout le monde croit qu'il a porté toutes les libertés pour la femme, ce n'est pas vrai. Il reste beaucoup de séquelles, il reste beaucoup de lois qu'il faut la changer. L'héritage, par exemple, l'homme hérite plus que la femme. On n'est pas égaux par rapport à l'héritage. Il n'y a pas que l'héritage. Moi, j'étais choquée la première fois où j'ai su que par rapport à la loi, quand une femme quitte la maison, l'homme, il peut porter plainte pour qu'elle revienne. Ça m'a vraiment choquée. J'aime bien vivre de la manière que j'ai toujours rêvé, que j'ai un emploi stable, que je pratique tous mes droits avec toute liberté, même ma vie sexuelle. Parce que aussi, en tant que femmes qui sont dans un pays musulman, on est touché par les mœurs et par les traditions. Vous êtes pour l'égalité totale? Oui, je suis pas contre en tout cas. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Il faut lui reposer la question parce que c'est pas contre, ça ne veut pas dire qu'on est totalement d'accord. Je suis d'accord. Pour l'égalité? Oui. Pour l'égalité successorale aussi? L'héritage? L'héritage, oui. Oui aussi? Oui. Bravo, Mazdi. Mais les femmes n'ont qu'une trouille, que s'introduise dans la pomme de la démocratie le ver d'un fanatisme islamique qui les renverrait au Moyen-Âge. Pour Elie Beji, ce risque existe. Le grand risque, c'est que la nature du régime change. C'est-à-dire que nous ne soyons plus une république où le religieux est séparé du politique, mais où le religieux mettra son empreinte dans les institutions et surtout dans son texte fondamental qui est la Constitution. Ça, voilà, nous travaillons là-dessus. Voilà, l'action aujourd'hui, c'est ça. Les partis religieux ont tant d'importance que ça ici? J'avais l'impression que pour l'instant, ils ne représentaient pas grand-chose. Écoutez, on ne sait pas. Parce que, comme vous savez, c'est tous les partis qui ont été interdits pendant très longtemps, qui ont été martyrisés, persécutés, etc. On ne sait pas quelle est leur capacité ensuite de récupérer dans la société des gens qui se sont sentis eux aussi persécutés, etc., martyrisés. Et puis, c'est une inconnue. C'est une crainte? Comment vous dire? Ça fait partie des inquiétudes, des risques de la démocratie. Direction Kérouan, 4e ville sainte de l'islam, fief des islamistes tunisiens. Les partisans d'un islam politique ont eux aussi été victimes de persécutions sous le régime de Bourguiba, puis sous celui de Ben Ali. Leurs leaders ont été emprisonnés, certains ont été condamnés à l'exil. Aujourd'hui, les islamistes peuvent à nouveau vivre leurs convictions, comme tous les autres citoyens. Et ils ont bien l'intention de prendre leur place dans l'échiquier politique. Le parti islamiste historique s'appelle Ennahda. Interdit sous Ben Ali, il est en pleine reconstruction. Abdel Fattah Mourou est l'un de ses fondateurs. Cet avocat de 63 ans, longtemps condamné au silence, est venu spécialement de Tunis à la grande mosquée de Kérouan pour y prononcer l'un de ses premiers discours politiques depuis la chute de Ben Ali. Un véritable événement pour les fidèles. La mosquée doit être le guide de la nation musulmane. Elle doit être le berceau de son éducation, l'école de ses enfants. Notre affaire, à nous les religieux, c'est que nous ne voulons pas nous sentir étrangers chez nous, dans notre pays. Il faut que la future constitution nous préserve contre cela. Et comment peut-elle le faire? Au moment de créer cette constitution, il faudra qu'il soit déclaré que la Tunisie est un État indépendant, républicain, et que sa religion est l'islam, et son identité est arabe. Le jour des élections, vous saurez pour qui voter. Et vous ne pourrez élire que celui que vous connaissez comme étant un bon musulman, un croyant de confiance, dans votre intérêt et dans celui de la nation. Le message est clair. Mais en réalité, différents courants s'affrontent. Abdel Fattah Mourou, lui,
s'affiche plutôt comme un républicain modéré. D'autres partis plus extrémistes pourraient voir le jour dans les prochaines semaines. Bonjour. Bonjour. Oui, Chevalier. Eh ben, enchanté. Soyez les bienvenus. Merci. C'est la grande mosquée de Kérouan. Oui. Celle de Okba Ben Nafa. Elle date de 1400 ans. Vous venez souvent à Kérouan? Non. Non? C'est pour la première fois depuis 31 ans. Non. Le dernier prêche que j'ai fait, c'était avant 31 ans. C'était en juillet 81. Le lendemain, j'étais emprisonné. D'accord. Et pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt, ici à Kérouan? Parce que on devait fermer les bouches pendant le règne de M. Ben Ali. Pendant 23 ans, je n'ai pas pu parler. Bon, maintenant vous allez vous rattraper. Pour la première fois, je parle. Et vous savez, j'ai l'âge de 9 ans maintenant. Parce que 63, moins 54 ans, sous le règne de Bourguiba et de Ben Ali, il me reste 9 ans seulement. Bon. Eh bien, j'ai l'âge de 9 ans maintenant. Très bien. Vous êtes un tout jeune homme, alors? Bien sûr. Hein? Mourou réclame une place pour les islamistes. Et après tout, c'est bien normal dans une démocratie. Mais il ne veut pas d'un État laïque. Comment rassurer ceux qui craignent un retour en force des islamistes, puisqu'il y a, dans ces régions, pas ici, mais en Iran et ailleurs, quelques régimes où l'islam est, disons-le, dictatorial? Il faudra les responsabiliser, c'est-à-dire les associer à la vie. Lorsqu'on éloigne quelqu'un, on le rend irresponsable. Pour pouvoir diriger les islamistes à un certain calme, il faut les responsabiliser en les associant à la construction de la Tunisie. C'est ce que je demande, c'est ce que je dis. Mais pourquoi ne pas vouloir un État laïque où toutes les religions seraient respectées? Vous savez, le problème ne se pose pas. En Tunisie... Comment il ne se pose pas? Se pose il y a pas des gens parce qui en parlent. Vous savez, quand on est allé en Tunisie un peu partout, il y a notamment des femmes qui disent « Mais pourquoi il n'y a pas un État laïque? Et pourquoi il n'y aurait pas, évidemment, la place pour tous les cultes et toutes les religions ?» Vous savez, c'est un faux problème. Nous avons été gouvernés par une seule constitution, la Constitution 59, qui stipule à l'article 1er qu'il s'agit d'un pays dans la religion et l'islam. Et pendant ces 50 années, jamais une personne n'a été obligée à ne pas suivre sa conviction. Pourquoi on arrivait à dire que c'est un pays laïque? Est-ce que vous êtes d'accord que, par exemple, la loi aussi peut évoluer et que, notamment pour les femmes qui n'ont pas les mêmes atouts, enfin les mêmes droits que les hommes sur la question de l'héritage, est-ce que vous êtes prêt à revenir là-dessus? Nous disons que les acquis de la femme pendant les 50 années qui sont passées seront préservés par les islamistes. Oui, mais des femmes demandent aussi une égalité face à l'héritage. Ce n'est pas une affaire qui concerne notre parti politique. Mais est-ce que oui ou non, vous, personnellement, vous êtes pour que l'héritage soit égal pour les hommes et pour les femmes? Je suis pour l'application du code de statut personnel qui a été fait par Bourguiba. Je n'en saurais pas plus. L'homme est intelligent, sympathique. Il ne m'a pas totalement rassuré. Bien sûr, tous les Tunisiens ou presque semblent d'accord sur le fait que la Deuxième République devra être une démocratie. Mais quel chemin vont-ils suivre? Le chef du gouvernement, lui, y croit. Jamais la démocratie ne réussira dans d'autres pays si elle ne réussit pas en Tunisie. Parce que nous avons toutes les conditions de réussite. Nous avons une classe moyenne importante, nous avons une femme libérée complètement, nous avons un peuple instruit. La meilleure façon pour que nous puissions avoir droit de cité dans le monde et que le monde nous donne crédit pour la mise en place d'un processus démocratique, c'est qu'on a réussi cette révolution chez nous. Et c'est ça mon ambition. Belle ambition. C'est tout ce que je vous souhaite à vous et à votre peuple.